Bonjour les amis, dans cette vidéo alors on va aborder un sujet intéressant, plusieurs d'ailleurs entre parenthèses, mais dont un très intéressant, la PS5 Pro. Alors écoutez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, ben vous devriez, parce que c'est bizarre, tout le monde en parle en ce moment, des youtubeurs, plein de sites bien entendu qui en parlent, des sites gaming, et étrangement moi j'en ai parlé déjà il y a 4 mois, vous voyez, donc début août. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que j'ai Phone Android, c'est le site en question, un des sites en question qui revient sur ce sujet, ben il en a parlé également il y a 4 mois. Donc il revient, il recycle un petit peu ses anciens articles je dirais, et tout le monde le fait d'ailleurs parce qu'il n'y a rien de nouveau sous l'horizon, ou presque. Donc je mettrai entre guillemets la vidéo, bien entendu tout à la fin de cette vidéo je mettrai ma vidéo qui prouvera que c'était le 6 août que j'en ai parlé, hein, donc vous voyez ça date maintenant, et surtout je vais amener des précisions et ce que j'en pense. Je vais également parler d'autres sujets, vous allez voir, assez intéressants. A tout de suite. Le premier sujet que je vais aborder, mes amis, et oui, le premier sujet que je vais aborder, c'est quoi? C'est que je l'ai acheté enfin. Je suis totalement ruiné. J'ai acheté quoi? Le téléviseur. Et oui, grâce à vous, grâce à des abonnés, ou plutôt à cause de vous, je devrais dire, hein, je vais manger des patates pendant moins de 3 ans. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate! Mais j'ai trouvé mon LG CX 65 pouces à moins de 2000 €, à 1970 € exactement, sur private35.com. Je leur ai téléphoné, donc c'est des magasins, il faut savoir, à Rennes, hein, ils en ont 2. Bon, ils ont plus de 15 ans d'existence, parce que ouais, je me suis renseigné, vous savez, quand vous mettez pratiquement 2000 € dans un téléviseur, je peux vous dire que vous faites attention à chez qui vous l'achetez. Voilà, donc c'est sérieux, j'ai regardé plein d'avis dessus, etc. Et donc je vais le recevoir d'ici 7 à 10 jours normalement, peut-être même plus tôt. Donc bah, je vais pouvoir vous faire des let's play, des vidéos avec mon nouveau LG dont je parlerai, hein, les avantages et les défauts. Et je vais en parler tout de suite, d'ailleurs entre parenthèses, parce que bah, vous savez, j'ai un souci toujours de vérité, on va dire. Et je vais vous avouer une chose, c'est que oui, le OLED est supérieur, pour moi en tout cas, bah, bien sûr, à toutes les autres technologies actuellement, hein, je le précise, en décembre 2020, ça pourrait changer en 2021, voire 2022. Mais actuellement, oui, en termes de films et de séries, en termes de dynamique, de noir, de blooming et plein d'autres effets, il est supérieur. Mais moi je pense honnêtement en 65 pouces, je précise pas en 55 pouces, mais en 65 pouces, je pense que c'est cher payé quand même, c'est-à-dire que LG profite de son statut d'être les seuls au monde actuellement à fournir des dalles OLED de grande taille, je précise, hein. Donc ils ont deux usines d'ailleurs entre parenthèses qui sont ouvertes, et donc comme ils ont ce statut là, je pense quand même que les prix bon, sont un petit peu exagérés. Ainsi, si on prend par exemple TCL R635 dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, qui a tous les feux verts, question gaming, qui est mini LED, donc blooming a diminué, luminosité vraiment plus importante, même plus importante que entre guillemets le OLED CX que je viens de prendre, qui est en 65 pouces, je vous répète, à, on dirait 700 € s'il était vendu, parce qu'il est vendu qu'aux États-Unis et au Canada, mais vendu en Europe, ça va arriver là, probablement l'année prochaine, l'équivalent, parce que TCL veut s'implanter en Europe fortement. Et bien, si on prend ce modèle-là, si on prend à 1200-1300 € un 65 pouces XH90 Sony, pourquoi pas Q80T de Samsung, pourquoi pas aussi les NanoCell 961 si je me souviens bien, 65 pouces de LG et d'autres, Panasonic et j'en passe, et bien vous mettez ces 3 écrans dans la même pièce, 2 jours par exemple, pour commencer, vous verrez une différence certes, mais quand même minime. Et si vous même, on va dire, dans la pénombre, sur un beau film, etc., vous verrez une différence, oui c'est vrai, mais c'est peut-être pas une différence de 700 € sur un 65 pouces, vous voyez ce que je veux dire, voire 3 fois le prix si vous le comparez au TCL, au TCL R635. Alors vous allez me dire, oui mais l'excellence se paye toujours, peut-être, mais là je pense qu'elle se paye un peu cher. Donc je l'ai fait parce que j'avais des économies, parce que j'avais envie, mais je voudrais dire que voilà, il faut reconnaître que c'est quand même un peu payé la marque. C'est mon avis en tout cas, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je suis très heureux d'avoir cet écran, je vous rassure, et je vous ferai mes retours dessus, soyez-en assurés. Et d'ailleurs, je vous ferai des retours avec la PS5, bien entendu, mais aussi avec la Xbox, car j'ai reçu ma clé USB. Alors, je voudrais tout de suite dire une chose sur la Xbox. Bon, j'ai essayé d'autres jeux, hein. J'ai essayé en particulier un jeu EA de golf. Bon, c'est un peu particulier, j'ai pas kiffé pour l'instant non plus, mais bon, bref. Par contre, j'ai envoyé
on va dire l'avant-première, c'est-à-dire toute l'introduction de Mass Effect Andromeda, et je peux vous dire que je me suis cru dans un film de science-fiction sur un simple Full HD. Donc j'imagine bien sur un 4K OLED ce que ça va donner, et j'ai hâte. Et là aussi j'ai arrêté parce que je vous ai dit, je veux faire les jeux plutôt à la suite. Et je voudrais m'excuser, oui, je voudrais m'excuser tout de suite d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il y a un abonné qui m'a dit oui, mais il faudrait faire, pour Gear par exemple, il faudrait faire tous les Gears, et puis tous les Halo avant de faire le Gear 5. Oui, mais bon, honnêtement, je n'ai pas le temps, parce que malheureusement, il y a Cyberpunk qui arrive, il y a plein d'autres jeux, j'ai des jeux sur la PlayStation. Je voudrais bien, et je comprends tout à fait son opinion, parce que c'est comme si on me disait à moi, tu vas faire, par exemple, je vais faire Last of Us 2 sans faire Last of Us 1, le premier de nom, hein. Et je dirais c'est dommage, parce qu'effectivement, on n'aura pas l'empathie avec Ellie et Joel en particulier qu'on a si on n'a pas fait le 1 d'abord. Donc je peux comprendre ça pour Gear, je peux comprendre ça pour Halo, malheureusement, je vous répète, le temps me manque. J'ai plein de séries de films à voir, j'ai plein de jeux à faire, bref, voilà, je suis un peu débordé, donc je vais quand même faire Gear 5, comme je vous ai dit, en let's play, et je ferai également Mass Effect Andromeda en let's play, le début pour vous, que j'introduirai en fin de vidéo, dans les prochaines vidéos. Par contre, je voulais avoir un détail, c'est quand même la Xbox, je trouve, comment dire, deux choses. Alors une chose assez amusante, quand j'ai mis la clé USB, il m'a dit de la rebooter, vous savez, enfin de la formater, excusez-moi. Oui, ok, mais pourquoi il l'a pas fait? C'est un système Windows, on peut dire quand même quelque part. Il y a DirectX 12, il y a tout ce qu'il faut, et il me dit non, va sur le PC pour la rebooter. Bon, j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, alors j'ai rebooté ma clé, je l'ai remis, pas de problème. Par contre, la deuxième chose qui est un peu plus compliquée, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement faire des captures, mais vous pouvez pas apparemment, alors dites-moi-le en commentaire si vous pouvez, vous pouvez pas les transférer directement, comme par exemple la PlayStation, je peux faire la PS5, je peux transférer directement les captures que je fais d'une demi-heure par exemple sur YouTube. Ce qui m'arrange un petit peu quand même, parce que je les récupère ensuite de mon PC pour faire les montages. Là, non, il faut prendre la clé USB. Alors, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu dommage, parce qu'il faut prendre la clé USB, la repluguer, etc., etc. Voilà, c'était un petit avis. Bon, rien de grave, je vous rassure. Et je prends toujours autant de plaisir à jouer sur ces deux consoles. Et maintenant, venons-en au cœur du sujet, c'est-à-dire la PS5 Pro. Donc je vous conseille de regarder un petit peu déjà mon avis que j'ai émis, alors c'est une vieille vidéo, hein, ça fait 4 mois déjà, mais de regarder ce que je disais déjà à l'époque, parce que ça va être à peu près la même chose. Mais je vais aller un peu plus loin, je vais parler de techno en particulier, parce qu'il y a des nouveautés sur la techno TSMC en particulier, là où est fabriqué, je vous rappelle, l'APU de la PS5. Alors qu'est-ce qui est dit dans ce brevet, hein, ce brevet qui date entre guillemets, hein, donc c'est pas un brevet qui date d'un mois, non, c'est un brevet qui de 2019 si je ne me trompe pas, hein, donc peut-être même 2018, donc vous voyez c'est des recherches qu'ils font, ils réfléchissent, ils posent des brevets, et en fait ils vont choisir plein de brevets, et puis ils vont choisir une option parmi tous les brevets qu'ils auront posés. Là en l'occurrence ils réfléchissent, est-ce qu'on va mettre deux APU en parallèle, hein, ou est-ce qu'on va mettre un CPU et deux GPU à l'intérieur d'une même puce. Vous voyez, un petit peu comme voilà, quand on met deux cartes graphiques en parallèle dans les PC. Hein. Il y a plein d'options qui sont évoquées dans ce brevet, donc j'en parle dans la précédente vidéo, en particulier des cartes graphiques parallélisées sur les PC. Là, je voudrais revenir, je me dirais, ça m'étonne, voilà, ça m'étonne. Après, tout est possible, hein, je ne vais pas dire qu'ils vont pas le faire, de toute façon, c'est eux qui vont décider, c'est pas moi. Mais ça m'étonne, je vous explique pourquoi. Ça va arriver on va dire début 2024, imaginons, hein, bon, c'est possible que ça arrive fin 2023, mais plutôt début 2024. Il faut savoir que TSMC, oui c'est énorme ce qu'ils vont faire, en fin 2023, début 2024, ils vont faire du 2 nanomètres. C'est juste énorme. Alors peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais c'est... On disait que c'était quasiment impossible de faire du 2 nanomètres, du 3 nanomètres, même du 5 nanomètres. Et là, ils vont le faire. C'est voilà, c'est subatomique presque. Hein, c'est-à-dire, on est presque à l'atome. Hein, c'est-à-dire, c'est quelques atomes qui vont composer les transistors, si on réfléchit bien. Alors, ils ont des techniques, bien sûr, parce que c'est pas tout à fait ça, vous imaginez bien. Mais voilà, c'est juste incroyable en termes de surface, en termes de réduction, etc. Samsung, par exemple, on parle de 3 nanomètres. Et ils disent, et ils précisent, Samsung, hein, qu'ils vont réduire de 50% la consommation par rapport aux 7 nanomètres, qui vont également réduire la taille de 45%. Alors c'est pas effectivement, hein, c'est pas de 2 fois, parce qu'il y a quand même des techniques dessous qui font qu'on ne peut pas réduire le transistor comme on voudrait totalement, hein, mais bon, donc ils vont réduire quand même de 45% la surface, et pour un gain de 30% en efficacité. Grosso modo, la fréquence, on pourrait l'augmenter de 30% pour le même rapport, on va dire rapport de consommation avec le même nombre de transistors.
Et donc, si jamais en 2024, eh bien le 2 nanomètres est prêt sans risque, parce que bien entendu, on ne va pas produire des PS5 Pro avec des APU à risque, hein, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on pourrait imaginer 50% en termes de gain de rapport de puissance, hein, 50% de consommation en moins, 50% en taille à peu près, à 2 nanomètres par rapport aux 7 nanomètres, et un peu plus de 30%, on va dire, en termes de fréquence. Donc ça voudrait dire que s'ils prennent le même APU qu'aujourd'hui, ils peuvent augmenter la fréquence de 30%, ils peuvent réduire donc de 50% la taille, donc à taille équivalente, consommation équivalente. On pourrait imaginer qu'ils pourraient rajouter quelques cœurs, hein, parce qu'on a 36 actuellement, je vous rappelle, dans le GPU de la PS5, on pourrait arriver à 52 par exemple, un chiffre au hasard, hein. Et donc ça fait que si vous faites le calcul, les cœurs en plus la fréquence, l'augmentation de la fréquence, architecture égale, sans aucune modification, on doublerait déjà, on serait entre 20 et 25 teraflops de puissance, voilà, équivalente, sur le RDNA 2, hein, qui aurait quand même évolué, mais ça sera autre chose, sur le RDNA 2, 1.5 ou 2, on ne sait pas trop, le RDNA en tout cas, qu'a utilisé la PlayStation Sony pour sa PS5, le même RDNA, et bien on arriverait à plus que doubler la puissance en 2024. Et bien entendu, on peut avoir aussi des améliorations d'architecture qui permettent, tout en restant compatible, ça c'est important, avec la PS5, parce que je vous rappelle que le kit de développement, il faudra quand même qu'il soit à peu près similaire, sinon ça va complexifier énormément la chose, hein. Si on a 2 kits de développement, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Donc s'ils arrivent à avoir le même kit de développement, à peu près, eh bien on peut estimer qu'ils peuvent gagner également, pourquoi pas, 50% de puissance en plus, hein. C'est ce qui est arrivé avec le RDNA, plus le RDNA 2, entre guillemets, c'est ce qu'annonce à peu près AMD par rapport à son architecture qui était la GCN, si je me rappelle bien. Voilà, donc on peut arriver entre 20 et 30 teraflops sans faire une architecture plus complexe avec 2 GPU, parce que je vous rappelle, 2 GPU c'est complexe à gérer. Ça veut dire que chacun va gérer une image, vous savez, chacun a un stream d'image, une image, puis toi tu gères l'image suivante, etc. etc. Est-ce qu'ils vont gérer des séquences carrément différentes, ce qui est compliqué, parce qu'il peut y avoir un qui va être très chargé et l'autre beaucoup moins chargé. Il y a toutes des techniques qu'il faut mettre en place, voilà, une gestion software aussi importante. Alors qu'un seul GPU, c'est quand même un peu plus facile, même si c'est très complexe, hein, parce c'est la même chose. Si vous avez par exemple 52 cœurs, il faut bien répartir toute la charge sur tous les cœurs, ce qui n'est pas évident non plus. Donc on peut considérer effectivement que moins de cœurs, mais 2 fois moins de cœurs, c'est peut-être plus efficace que de mettre plus de cœurs dans le même GPU. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, mais moi je trouve ça très très intéressant. Pour finir, je voulais quand même préciser comment ils sont arrivés à 2 nanomètres, et puis même 7 nanomètres, TSMC et puis Samsung qui sont à 8 nanomètres et qui vont baisser aussi à 3 nanomètres et ainsi de suite. Alors d'ailleurs, je vous le précise, hein, c'est les 2 seuls, on va dire, fondeurs dans le monde, avec Intel. Intel, ils sont encore en 10 nanomètres, mais c'est les 3 seuls qui peuvent être capables financièrement aujourd'hui de descendre en termes de process, de réduire encore les transistors en termes de process. Il faut savoir que tous les autres ont abandonné, c'est-à-dire ils font encore du process, bien entendu, hein, ils font différents types de process, peut-être plus, on va dire, spécialisés, mais en termes de réduction comme ça de masse de transistors et puis de process, c'est les 3 seuls qui peuvent encore concourir aujourd'hui, tellement chaque fab, chaque usine pour faire du process coûte énormément cher, ça coûte des dizaines de milliards de dollars si vous avez en comptant l'équipement et tout ce que vous voulez dedans. Et donc les transistors, avant on avait des transistors planards, c'est-à-dire grosso modo plans, en 2D, presque en 2D, ils n'étaient pas tout à fait en 2D, mais on va imaginer ça en 2D, hein, jusqu'au 22 nanomètres. Et puis la réduction a fait que non, ça marchait plus, parce que je vous rappelle qu'un transistor, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une porte, hein. Une porte qui empêche ou qui laisse passer un signal, le signal binaire qu'on connaît, le 0 ou 1, c'est-à-dire 0 ou 1, hop, on laisse passer, on laisse pas passer, la porte s'ouvre, la porte se ferme. Vous pouvez imaginer par exemple en ce moment dans les Black Friday devant les magasins, imaginez plein de PS5 à l'intérieur, il est 9h, on interdit que les gens passent et d'un seul coup la porte s'ouvre, on a déclenché le signal et oh, tous les électrons, tous les gens ils foncent chercher des PS5. C'est un peu ça. Le problème, il est très simple, c'est-à-dire qu'en dessous de 22 nanomètres, le transistor planar, il y avait des effets de fuite parce que la porte n'était plus assez efficace. Oui, il y avait trop de monde derrière la porte et il y avait trop de PS5 de l'autre côté. La porte était trop fragile et là, les gens y passaient, ils cassaient la porte, quoi, grosso modo, et ils passaient. Sales in a stampede, shoppers pushed and shoved their way through Black Friday today, one of the busiest shopping days of the year, of course. The mad dash into... Donc on a dû inventer un nouveau système qui s'appelle le FinFET, c'est-à-dire des transistors
en 3D, et oui en 3D, qui ont permis beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire qu'on pouvait réduire encore la taille des transistors sans que cette porte soit fragilisée. Elle était suffisamment résistante pour résister à l'afflux de gens qui voulaient absolument leur PS5 par exemple, tout en réduisant le couloir en question, c'est-à-dire qu'on pouvait réduire la taille des transistors, il y avait moins d'effet de fuite, et c'était en termes d'efficacité, c'était même plus efficace, c'est-à-dire le ratio, on va dire, dépense d'énergie, efficacité, fréquence et tout ça, était meilleur sur les FinFET qu'il n'était sur les transistors planards. Oui, mais voilà, arrivé à 7 nanomètres, c'est-à-dire TSMC, ça ne marche plus. Voilà, enfin ça ne marche plus. Ça marche jusqu'à 7 nanomètres, mais l'efficacité est réduite, et d'autant plus que la taille, on est obligé de faire des subterfuges. On parle de 7 nanomètres TSMC, mais il faut savoir qu'en taille, en nombre de transistors par millimètre carré, vous en mettez moins que chez Intel en 10 nanomètres. Et oui, donc vous voyez, il y a quand même si on dit 7 nanomètres, en fait, ça dépend effectivement de comment on gère le FinFET, etc. Et donc on est à la limite, grosso modo. Eh bien, non, mais vous pensez bien, les chercheurs, ils ont trouvé d'autres moyens. Et oui, ils cherchent toujours, ils ont trouvé d'autres moyens. Et ils ont trouvé deux types de transistors, enfin un type de transistor qui s'appelle le GAFIT, donc GAFIT. Et Samsung a rebondi là-dessus pour proposer le MBC-FIT. Et bien sûr, TSMC ont leur propre technologie très équivalente, où grosso modo, on va multiplier, on va transformer vraiment le FinFET qui est en 3D, mais on va vraiment le transformer en 3D si je puis dire, avec en particulier des canaux nanométriques, on peut appeler ça nanométrique, des canaux qui vont traverser la porte, mais la porte ainsi pourra être plus courte encore, et surtout en multipliant ces canaux en hauteur, donc on transforme la largeur en hauteur finalement, eh bien on arrive à être aussi efficace que les FinFET où on était obligé de multiplier ces canaux pour finalement garder les caractéristiques voulues puis pour augmenter en fréquence et en puissance. Et bien là c'est la même chose mais en vertical, donc grosso modo hop, le transistor réduit en taille puisque c'est en vertical et ça c'est moins gênant. L'épaisseur, surtout que franchement c'est des nanos, donc c'est pas une grosse épaisseur. Et l'avantage c'est que tous les transistors sont réduits et ainsi vous gagnez énormément en place. C'est le cas donc comme vous l'a expliqué Samsung avec le MBC FIT, donc où ils vont gagner, je vous ai dit 45% en 3 nanomètres, 50% en termes de puissance et 30% en termes d'efficacité. Voilà, donc tout est dit. Grâce à cette nouvelle technologie, on va aller un peu plus loin mais en termes de réduction. Bien entendu, il y aura des limites, il y aura des nouvelles technologies qui vont apparaître dans le futur, mais ça nous permet de pousser jusqu'en 2024, voire 2025. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.